Salut, bienvenue dans ce septième, et oui déjà septième épisode de La Voix au chapitre. Format de vidéo où je reviens sur les lectures que j'ai eues ces derniers temps. Et aujourd'hui on va parler d'un livre que j'avais envie de lire depuis mais très longtemps, depuis des années, parce qu'il est très connu et on en a beaucoup parlé. Il s'agit du joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est pas une lecture qui m'a pris du temps, puisqu'en fait il s'agit en réalité d'une nouvelle et non d'un roman, seulement 84 pages. Donc là, il a l'air épais, mais c'est parce que les pages sont elles-mêmes épaisses, et puis vous savez, il y a la préface, il y a le dossier, voilà. 84 pages seulement. Donc en conséquence, c'est promis, cette vidéo devrait être très courte elle aussi. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, bien sûr, je lirai quelques extraits, mais on va pas trop s'attarder sur le style ici, puisqu'il s'agit évidemment d'une version traduite, et donc on peut pas trop juger de tout ça, quoi. Mais surtout, la construction du récit m'a étonné, parce que pour moi, c'était tout autre chose. En fait, l'histoire commence avec un prétexte plus que banal. Le déclencheur n'a que peu d'importance, en fait. Et un fidèle abonné sur la chaîne m'a conseillé de lire le début des livres que je découvre dans une autre émission de la chaîne, donc Entrée en Tentation. Donc je le ferai à partir des prochaines vidéos, mais je vais le faire aussi ici. On va découvrir ensemble le début du joueur d'échecs. Donc c'est à la page 27 que ça commence. Voilà. Sur le vaste paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait l'activité et l'agitation caractéristiques des derniers moments. Des gens qui ne partaient pas, montaient à bord pour accompagner des amis, se bousculaient à qui mieux mieux. De jeunes télégraphistes, la casquette sur l'oreille, parcouraient les salons en criant des noms à tue-tête. On avançait entraînant des valises et des fleurs. Déjà on voit que c'est une autre époque, hein, c'est fantastique. Des enfants curieux montaient et descendaient les escaliers, et pendant ce temps, l'orchestre imperturbable jouait pour accompagner le deck show. Un peu à l'écart de cette cohue, je causais sur le pont promenade avec quelqu'un que je connaissais, quand soudain 2 ou 3 éclairs de magnésium fusèrent à côté de nous. Apparemment, une célébrité venait, juste avant le départ, de se faire encore vite interviewer et photographier par des reporters. Mon ami jeta un coup d'œil et sourit. Vous avez Shentovik à votre bord, un oiseau rare. Et comme je le regardais d'un air plutôt interloqué, en entendant ces mots, il ajouta en guise d'explication. Mirko Shentovik, le champion du monde des échecs. Il vient de sillonner l'Amérique d'est en ouest, en disputant des tournois partout, et il part à présent remporter de nouveaux triomphes en Argentine. Voilà. Alors le narrateur ici va nous raconter tout ça. Et en fait ce Shentovik peut-être, bon il n'y a pas d'accent sur le C à la fin, donc j'imagine que c'est que. C'est un personnage un peu lunatique, difficilement approchable, et le narrateur va se fixer le but de lui parler pendant la traversée en bateau. Voilà. Et donc on pourrait penser que le joueur d'échecs dont il est question, dont le titre fait référence, c'est lui. Eh ben non. Donc comme d'habitude, c'est là qu'on arrive au moment où si vous souhaitez lire le livre et vous gardez un tout petit peu d'intrigue, il faut arrêter la vidéo, mais là honnêtement dans ce livre l'intrigue n'a dans ce récit qu'une très faible importance. C'est plutôt la façon dont c'est raconté qui importe ici. Alors le narrateur se dit que pour appâter le fameux Sventovik, il doit lui-même jouer aux échecs, et il trouve quelqu'un pour faire des parties avec lui, qui prend ce jeu très au sérieux mais qui n'est pas très bon et qui est même très mauvais perdant en fait. Et même s'il a beaucoup d'orgueil. Voilà. Donc quand le narrateur lui apprend que se trouve à bord le champion du monde des échecs, ce type devient un peu fou, il va absolument le défier, donc je vous passe les détails ici, mais en gros, le champion du monde en titre, Sventovik, se retrouve à affronter plusieurs hommes qui se concertent en équipe pour tenter de le battre. Donc ils sont en équipe contre lui, voilà. Et ils se font défoncer, hein, évidemment, littéralement ils se font défoncer. Donc Sventovik arrive à les battre sans effort. Et là, un mystérieux personnage se joint au groupe et commence à leur dire qu'il faut jouer tel coup plutôt qu'un autre. Donc on va lire ça ensemble, page 52. Déjà, McConnor allait toucher le pion. Donc McConnor, c'est le mec qui voulait absolument affronter Sventovik. Déjà, McConnor allait toucher le pion pour le placer sur la dernière case, quand il se sentit vivement pris par le bras, et quelqu'un lui murmura à mi-voix mais avec violence « Au nom du ciel, passe là !» Sans le vouloir, nous fîmes tous volte-face. Un monsieur d'environ 45 ans, blablabla, voilà, il ajouta très vite en sentant nos regards. Si vous damez le pion maintenant, il va vous attaquer aussitôt avec le fou en C1. Vous le reprendrez avec le cavalier, mais entre-temps, il ira en D7 avec son pion libre, il menacera votre tour. Et même si vous faites échec avec le cavalier, vous perdrez et vous serez battu en 9 ou 10 coups. C'est presque la configuration qu'Alekhine a inaugurée face à Bogol-Jubov en 1922 au grand tournoi de Pistia. Voilà. Que conseillerez-vous chuchotait-il très excité. Ne pas avancer tout de suite, mais esquiver d'abord. Surtout, enlevez le roi de cette colonne menacée en la déplaçant de G8 en H7. Il va sans doute se mettre à attaquer sur l'autre flanc, mais vous parerez avec le tour de C8 en C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et aussi l'avantage.
Ensuite, ce sera pion libre contre pion libre, et si vous tenez bien votre défense, vous arriverez à un patte. Il est impossible de faire mieux. Et en suivant les conseils de ce mystérieux personnage, le groupe arrive effectivement à un patte, c'est-à-dire un match nul face au champion du monde en titre. Donc une partie est rapidement convenue le lendemain entre Sventovic et ce fameux joueur mystérieux, et entre-temps le narrateur s'entretient avec ce dernier pour savoir comment il a fait. Et là on arrive au moment qui pour moi constituait en fait l'entièreté du livre, avant que je le lise. Pour moi, il s'agissait d'un prisonnier de guerre retenu par les Allemands dans un hôtel, et entre les interrogatoires, il était confiné dans une chambre, sans aucune ressource. Pas de montre, pas de stylo, pas de livre, rien. Et il finit par réussir à voler un livre, et finalement il est déçu parce qu'il pensait que ce serait un roman, et c'est un livre de parties d'échecs de grands maîtres commentés. Alors n'ayant rien à faire, il se met à faire des parties frénétiquement dans sa tête. Ou alors, enfin, il fait un échiquier avec des miettes de pain, etc. Bon voilà, mais il finit par réussir à tout faire dans sa tête. Et c'est là que c'est étonnant pour moi, parce qu'avant de lire le livre, j'étais persuadé que déjà on suivait à 100% l'aventure de cet homme, que cela constitue en fait la seule partie du livre, juste sa captivité, la façon qu'il avait de jouer aux échecs dans sa tête, et contre lui-même, et surtout aller savoir pourquoi, je croyais que cette histoire se passait dans un sous-marin. Enfin bon, bref. Voilà. Et donc finalement, ce mystérieux personnage remporte sa partie contre Sventovic avec facilité, car il joue rapidement dans sa tête et anticipe tous les coups. Alors une revanche est proposée, et Sventovic se rend compte que l'autre est nerveux, qu'il a envie de jouer vite. Donc le champion du monde en titre fait exprès de mettre un maximum de temps pour jouer ses coups. On va voir ça, page 106. J'aurais pu jouer 17 parties pendant ce temps au lieu de traîner comme ça. Le seul effort pour moi, c'est de ne pas m'endormir à ce train-là. Bon, allez, c'est à vous de commencer. Il avait adressé ses derniers mots à Sventovic sur un ton violent, presque grossier. Celui-ci le regarda d'un air calme et mesuré, mais son regard dur comme la pierre était un peu comme un poing crispé. D'un seul coup, quelque chose de nouveau vibrait entre les deux joueurs. Une dangereuse tension, une haine passionnée. Ce n'étaient plus deux partenaires qui voulaient éprouver dans un jeu leurs capacités respectives, c'étaient deux ennemis qui avaient juré de s'anéantir l'un l'autre. Sventovic hésita longuement avant de jouer le premier coup, et j'eus le sentiment très net qu'il hésitait exprès aussi longtemps. Il était clair qu'il avait compris, en tacticien expert, qu'il fatiguait et agaçait son adversaire, justement par sa lenteur. Voilà. Donc il attend 4 minutes pour jouer un pion, et puis aussitôt, notre ami avança le même pion à la rencontre du sien, et à nouveau, Sventovic fit une pause interminable, à la limite du supportable. C'était comme quand un gros éclair fulgure et que, le cœur battant, on attend le coup de tonnerre qui tarde et qui ne vient pas. Voilà. Donc l'autre perd patience, finit par délirer complètement, il s'ennuie, et donc il invente des variations de parties dans sa tête, et il finit par dissocier complètement la partie réelle de celle qu'il a jouée dans son esprit, donc dans une sorte de fièvre délirante. Et le narrateur le ramène alors à la raison. Ce mystérieux personnage se lève, s'excuse, et s'en va en disant que bien évidemment, Sventovic est le champion du monde incontesté, et que s'il a gagné sa première partie, c'était juste par chance. Voilà. Donc il ne veut plus jouer aux échecs pour sa propre santé mentale, en fait, parce que le mec il est cramé, quoi, il est à fond dans son délire du jeu d'échecs. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un livre assez intriguant, dont l'histoire est très simple, mais ça fait pas, voilà, ça fait partie de ce type de livre où c'est secondaire en fait l'histoire. Ce qui est important, c'est comment c'est raconté, de suivre un peu le déroulement, mais on peut tout à fait apprécier le livre, même en connaissant à l'avance le dénouement, je pense. En tout cas, c'était une lecture vraiment sympathique. J'en viens à regretter sa brièveté, parce que bon, voilà, ça se lit 84 pages, ça se lit très rapidement, quoi. C'est moins de 100 pages, franchement. Mais bon, évidemment, c'est la qualité qui prime face à la quantité. Hein. Et donc dans ce cas-là, dans le cas de ce livre, la qualité est au rendez-vous. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé et que je conseille, d'autant qu'il fait partie des classiques, finalement. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.